allez-vous? C'est parti pour un petit update lecture. J'ai récemment lu 4 ouvrages qui m'ont ma foi beaucoup plu, donc il est temps de vous en parler. Le premier, c'est Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont. Alors c'est le premier livre de cette autrice que je lis, qui ma foi a pourtant publié pas mal d'ouvrages ces dernières années, mais celui-là il m'intéressait particulièrement puisqu'en gros elle va obtenir le droit de passer une nuit dans le musée Anne Frank à Amsterdam. Donc elle y va pendant le Covid, le 18 août 2021. Elle peut passer la nuit dans l'annexe et c'est l'endroit où Anne Frank et toute sa famille se sont cachés pendant presque 2 années pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils étaient juifs et qu'ils devaient du coup échapper aux nazis. Voilà. Et j'ai adoré ce livre. Vraiment, il était exceptionnellement bien écrit. La plume de Lola Lafont, elle est très juste, elle est ciblée, elle est sans fioriture mais extrêmement belle. Elle choisit très bien ses mots. Et en gros, le livre va mélanger un peu son parcours personnel, ce qui l'a poussé à vouloir passer cette nuit dans le musée, certaines réflexions autour de l'identité, de la mémoire, de l'histoire, de l'écriture. Mais du coup sa famille a aussi dû fuir des guerres, des persécutions, donc elle se sent très connectée forcément à l'histoire juive. Et ce livre était d'une beauté fantastique. Et surtout, il y a aussi des retranscriptions d'échanges qu'elle a eu avec des personnes, par exemple des conservateurs du musée, ou des personnes qui sont un peu spécialisées voilà, sur le journal d'Anne Frank. Et cette idée que on a beaucoup idéalisé, fantasmé Anne Frank en tant que personnage dans tout ce qu'elle représentait, et en fait Lola Lafont elle remet un peu tout en perspective de c'est simplement une petite fille qui à un moment était enfermée pendant des années dans un petit recoin d'appartement caché avec 8 autres personnes avec sa famille, son père, sa sœur et d'autres juifs qu'ils avaient recueillis. Le journal d'Anne Frank, beaucoup souvent parfois le décrit en disant qu'une petite fille de 14 ans, 13 ou 14 ans n'aurait jamais pu écrire ça, mais en fait Anne Frank a capté à un moment que peut-être que ses écrits allaient être lus, peut-être que quelqu'un allait lire tout ce qu'elle avait écrit derrière, elle voulait être journaliste, et donc elle a retravaillé ses textes. Et ensuite le journal d'Anne Frank en fait a été publié avec des textes retravaillés, donc évidemment elle a enlevé des passages, elle en a rajouté certains, elle a vraiment fait un travail de journalisme, de romancière, comme n'importe quel enfant le ferait, on lui racontait une histoire, et le père étant le seul survivant de la famille, a ensuite retravaillé en fait le journal et a essayé de faire coïncider les anciens textes qui n'avaient pas été réécrits avec les nouveaux, puisqu'on a eu la chance en fait de récupérer les feuillets du journal d'Anne Frank. Sa sœur aussi écrivait un journal, mais voilà, ces feuillets-là ont disparu. Et c'est très intéressant de voir comment cette histoire s'est vue appropriée par beaucoup de personnes, voire dénaturée par rapport à en fait ce que ça représente, par rapport à l'idéologie que ça porte. Et Lola Lafont l'explique vraiment très bien. C'est très émouvant parce qu'elle est très émue par l'histoire de cette petite fille. Elle n'ose pas pendant beaucoup de temps dans la nuit au musée de se confronter vraiment à l'endroit où ils sont restés. Elle retarde énormément ça. Ça fait écho énormément à des choses qu'elle a vécues dans son enfance dont elle parle évidemment, mais en tout cas toute cette réflexion autour de l'identité, de la mémoire, de la Shoah, de comment on se reconstruit, comment les générations d'après se construisent autour après ce traumatisme, c'est vraiment hyper intéressant. Ce livre est d'une beauté, il est très facile d'accès, et en même temps il comporte tout ce qu'on aime dans l'écriture, dans la lecture, c'est-à-dire beaucoup d'émotions, un peu d'histoire, un peu d'enseignement, il y a une petite démarche pédagogique aussi pour réhabiliter Anne Frank, ce qu'elle était vraiment, ce qu'elle représentait vraiment, pour essayer de la démystifier un peu, parce que forcément tout le monde connaît le journal d'Anne Frank, on l'a tous lu à l'école, mais finalement est-ce qu'on sait vraiment de quoi ça parle? Est-ce qu'on sait vraiment l'importance historique que ça a eu? Est-ce qu'on sait vraiment qui était cette petite fille, qui était cette famille? Pas vraiment. Moi en tout cas, en lisant avant de lire ce livre, je me souvenais d'avoir lu le journal d'Anne Frank quand j'étais gosse, mais je me souvenais pas exactement de tout ce que ça racontait, et j'avais pas cette approche presque scientifique de la démarche d'Anne, j'avais pas cette
ce recul pour appréhender vraiment ce que c'était. Et ce qui est assez fou, c'est que Lola Lafont va elle-même faire ressurgir beaucoup de choses à travers ce processus de découverte et ce processus d'introspection qu'elle va mener dans l'annexe. Elle ressentait ce besoin de faire ça, elle savait pas vraiment et elle va découvrir pourquoi. Donc c'est aussi très touchant de voir tout ce que ça peut remonter. Elle va parler et elle va expérimenter des choses qui sont universelles, qui sont intemporelles, malheureusement aussi beaucoup de douleurs, mais il y a cette dénonciation en fait quand même du régime nazi, forcément. Il y a beaucoup de gens qui avaient parlé du journal d'Anne Frank comme un message d'espoir. C'est faux, c'est pas quelque chose qui est voulu comme un message d'espoir. Il y a parfois de l'espoir, mais il y a aussi parfois beaucoup de désespoir forcément dans les écrits de cette petite fille. Et il faut reprendre, voilà, il faut ouvrir les yeux, il faut reprendre et réaccepter tout ce qui est écrit dedans, comme quoi les gens savaient, parce que Anne Frank elle-même en avait conscience, parce que dans les nouvelles on parlait des camps, et tout ça c'est forcément assez dur à accepter, et en tout cas à l'époque où toute l'œuvre d'Anne Frank a été reprise, par exemple dans des films, dans des pièces de théâtre ou dans des films, eh bien on a souvent, voilà, enlevé certains passages qui n'étaient pas forcément arrangeants dans l'imaginaire collectif et dans le refus collectif de la collaboration, et le récit d'Anne Frank remet un peu les pendules à l'heure quand même, donc il y a de l'espoir mais il n'y a pas que ça, il faut pas voir ça comme voilà, comme aussi une petite fille qui avait foi en l'humanité, etc. Parfois elle en avait forcément râlait pas crête hein, de ce qui se passait, elle avait envie de vivre une vie de petite fille normale, d'avoir des amourettes et d'avoir un travail, d'écrire des articles et de changer le monde. C'était une petite fille comme les autres, et Lola Lafont se retrouve connectée en fait à cette petite fille, et elle va à la fois découvrir pourquoi, et en même temps c'est un récit qui soulève autant de questions qu'il en apporte, mais en tout cas qui sollicite la réflexion, qui sollicite le lecteur, qui l'invite à se poser des questions, qui l'invite à repenser un peu voilà, la vision et l'imaginaire qu'il avait autour d'Anne Frank et de sa famille. Et de nouveau, la plume de Lola Lafont est d'une beauté incroyable. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, qui a été très encensé depuis qu'il est sorti, je suis un peu en retard, si vous n'avez pas lu ce livre, vraiment foncez, parce que il est sublime. Ensuite on change totalement de registre puisque j'ai lu La leçon du mal de Yusuke Kishi, qui est ici publié aux éditions Belfond. Et mon dieu, j'ai adoré. J'ai tellement adoré que depuis je suis allée me procurer 2 autres thrillers japonais parce que j'ai tellement aimé l'ambiance que j'avais envie de revoir des livres qui allaient me procurer un peu les mêmes émotions. Et en gros on est dans une école qui s'appelle Shingo-Gakuen de Mashida, et il y a un jeune professeur qui s'appelle Seiji Azumi. Seiji Azumi, c'est le préféré de tous ses élèves, il est beau, il est jeune, il est cool, il règle tous les problèmes, dès que le proviseur il a un petit souci à régler, Azumi il est là, il arrive à trouver des solutions qui vont à tout le monde, à faire en sorte que les médias ne sont pas au courant quand il y a des petits problèmes, etc. Sauf que, on va découvrir assez rapidement que Azumi n'est pas vraiment l'homme qu'il paraît être, et que au fond c'est un véritable psychopathe. Un psychopathe en bonne et due forme. Et dans les élèves, il y en a certains qui arrivent à voir à travers son jeu, notamment une qui s'appelle Reika. Reika, elle a une sensibilité extraordinaire et une empathie folle, donc elle a une sensibilité aux gens qui fait que elle capte que Azumi, derrière ses airs de monsieur parfait et de monsieur que tout le monde adore, il cache quelque chose de bizarre. C'est un roman noir qui vraiment se base sur l'ambiance à 100%, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le lycée, la Shinko de Mashida, il s'y passe quand même plein de trucs glauques et plein de trucs un peu hardcore pour des lycéens. Que ça soit avec les autres professeurs, que ça soit avec les élèves et tout. C'est voilà, c'est un lycée où il ne fait pas forcément bon vivre et où il y a beaucoup de corruption des jeunes âmes, on va dire ça comme ça. Donc en dehors en fait de l'histoire Azumi et de ce qu'il cache, on va aussi graviter à travers plein de professeurs qui sont un peu aussi qui ont des mœurs voilà, assez critiquables. Et donc ça crée une ambiance qui est très pesante, qui est très dans la méfiance. On sait pas vraiment à qui on peut se confier, on sait pas vraiment qui est sain d'esprit, qui
et moral dans son attitude, et au fur et à mesure, bah forcément ce lycée se retrouve un peu gangréné, et Azumi, alors évidemment n'y est pas pour rien, mais j'ai adoré ce livre, c'était vraiment un page-turner, c'est super bien écrit, on a envie de savoir exactement tout ce qui va se passer, et c'est une tension qui monte crescendo. On commence, on est dans une petite atmosphère un peu chill, il y a des petites blagues, c'est assez rigolo à lire, et ensuite petit à petit on monte dans la tension, on monte dans le glauque, on monte dans l'horreur même, et c'est assez horrifique, c'est assez malsain, il y a des scènes qui sont alors assez difficiles à lire, elles mettent très mal à l'aise, moi il y a des scènes qui m'ont mise très mal à l'aise, et en même temps je pense pas qu'elles soient inutiles puisque ça décrit en fait le personnage d'Azumi, ça décrit son caractère, ça décrit beaucoup de choses dans la manière dont il se comporte et il voit les personnes. Il y a pas mal de trigger warning quand même dans ce livre, donc si vous avez des points de sensibilité un peu sur certaines thématiques qui peuvent voilà un peu vous trigger, demandez-moi en commentaire ou demandez-moi en MP, parce que j'ai pas envie voilà de vous dire ce que c'est, parce que ça peut spoiler quand même l'intégralité du récit, mais il y a quand même beaucoup de thématiques qui sont assez noires et assez voilà, assez lourdes émotionnellement qui sont abordées, donc voilà, ne vous lancez pas forcément dedans si vous ne connaissez pas les triggers et que vous pensez pouvoir souffrir un peu de certaines représentations, parce qu'il y a des choses très explicites qui sont racontées, qui mettent très mal à l'aise. De nouveau, c'est pas de la violence pour de la violence ou du glauque pour du glauque, parce que ça approfondit quand même le personnage d'Azumi, on en apprend beaucoup sur son passé, et ses comportements actuels nous décrivent et nous permettent de découvrir quel personnage il est. Mais il y a quand même beaucoup de perversions en règle générale dans ce livre. C'est un très très bon livre, alors c'est un beau bébé, hein, il fait 500 pages en grand format, mais vraiment ça se lit extrêmement bien, et j'ai qu'une envie, c'est de retrouver des romans noirs japonais. Ça nous en dit beaucoup sur la condition humaine, sur la compréhension du fonctionnement humain, de la psychologie, sur la manipulation évidemment. Quand on comprend les gens, on peut aisément les manipuler, et qu'on est tous finalement aisément manipulables. Donc c'est vraiment très bien construit, je vous dis, la tension monte crescendo, donc plus on avance dans le livre et plus on a envie de lire et d'y rester, et j'ai vraiment adoré, donc j'ai qu'une hâte, c'est de lire d'autres romans de ce genre. Cette fois, autre livre qui pour le coup est extrêmement court, contrairement à la leçon du mal, c'est L'homme qui a mis fin à l'histoire de Ken Liu, qui est une courte novella publiée aux éditions Les Heures Lumière chez Le Bélial. Je pense que vous connaissez cette collection, elle est assez connue. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma pile à lire et je l'ai enfin lu. Et Ken Liu, je sais pas si vous le connaissez, mais il est extrêmement connu pour ses nouvelles. Il a eu le prix Nebula, le prix Hugo, le World Fantasy Award je crois. Et c'est un auteur que j'apprécie énormément. C'est un roman de science-fiction, une novella de science-fiction, qui nous parle d'une découverte scientifique qui nous permettrait de voyager dans le temps. Pour résumer, très grossièrement, c'est expliqué beaucoup plus de manière beaucoup plus approfondie dans le livre. Je suis pas sûre, on va pas se mentir, d'avoir tout compris dans les explications scientifiques, mais ne vous inquiétez pas, ça gâche pas la lecture, ça gâche pas la compréhension du texte. Et en fait c'était hyper poignant et hyper enrichissant, parce qu'on va parler d'une période historique que je ne connaissais pas du tout, qui est assez sombre et assez obscure, où il y a eu beaucoup de secrets d'État autour, donc ça rejoint un peu Lola Lafont, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, etc. Parce qu'en gros, on va parler de l'unité 731 qui a été créée en 1932 sous mandat impérial japonais, et qui va se livrer à l'expérimentation humaine à grande échelle dans la province chinoise du Manchukuo entre 1936 et 1945, provoquant la mort de près d'un demi-million de personnes. Donc c'est littéralement un génocide dont presque personne n'a parlé, dont l'histoire a fait fi avec le temps, beaucoup de négationnisme, etc. Donc exactement comme la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Le seul petit problème, c'est que quand on retourne dans le futur, déjà, cette partie du futur est entre guillemets effacée. On ne peut plus y retourner. Donc c'est-à-dire que vous, là maintenant, vous décidez de retourner au 13 juin 1999, plus personne derrière vous ne pourrait revenir au 13 juin 1999. Donc déjà, ça pose une question, des problématiques du genre à qui ces moments peuvent appartenir. Donc est-ce que on va garder ces moments pour que, par exemple, les familles des victimes puissent faire leur deuil, peut-être savoir ce qui s'est passé
dans la vie de leurs proches qui sont décédés, ce qu'ils sont devenus, ou est-ce qu'on garde ça à des historiens puisque ça aurait un intérêt scientifique, etc. et que eux-mêmes n'auraient plus la possibilité d'y retourner. Donc est-ce qu'on est dans l'intérêt individuel? Est-ce qu'on est dans l'intérêt collectif? Donc ça incite à beaucoup de réflexions et en fait c'est complètement fou parce que on réfléchit énormément et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions à la lecture de ce livre par rapport à une technologie, par rapport à une science, par rapport à une possibilité qui n'existe pas et on va pas se mentir, qui n'existera pas avant hyper longtemps si jamais c'est capable d'exister. Donc c'est quand même assez fou de se dire oui c'est vrai et vraiment de se poser comme si c'était totalement réaliste et de se dire bah moi qu'est-ce que j'aurais fait, moi qu'est-ce que je penserais. Effectivement je comprends d'avoir des arguments etc. On est vraiment comme sur une espèce de rapport qui va englober une problématique globale et qui va essayer de mettre en exergue tout ce que ça soulève comme question, ce que les gens pensent, les pour, les contre, les arguments, les contre-arguments. Il y a aussi une question de à qui appartient ce passé, parce qu'avec cette technologie, il n'y a plus vraiment de barrières et de frontières en niveau de temporalité. Donc est-ce que si on est dans le passé d'un pays qui, par exemple comme Taïwan, à un moment était annexé par la Chine, eh bien est-ce que ce passé il appartient à Taïwan? Est-ce que ce passé il appartient à la Chine? Toute une question voilà, d'identité, d'appartenance, de mémoire. Et en fait c'est seulement en 2002 que on va commencer à parler de ce génocide, à parler de cette unité 731. Et bien on va y découvrir beaucoup de choses qui étaient peut-être passées sous silence. Et donc il va y avoir des détracteurs, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que cette technologie voit le jour. Et c'est hyper intéressant. Et Ken Liu a fait énormément de recherches en fait par rapport à tout ça. Tout ce qui est commentaires, en fait, interviews que les gens vont dire dans le livre, c'est des commentaires, des vrais commentaires qu'il a trouvé sur des forums par exemple. Donc c'est des vraies pensées de gens, c'est vraiment des vraies réactions humaines par rapport à ce secret de l'unité 731. En disant est-ce que oui ou non on doit faire ressortir ce passé, est-ce que ça fait du bien, est-ce que ça fait du mal, est-ce que ça a un bénéfice collectif, comme ça la résurgence d'un passé obscur qui finalement peut amener plus de conflits, peut amener plus de tensions. Est-ce qu'il faut au contraire les dévoiler pour rendre hommage à ces personnes, pour rendre hommage à la mémoire, pour permettre à toutes par exemple les enfants ou les petits-enfants de ces victimes de faire leur deuil, de savoir ce qui s'est passé quand leur famille s'est retrouvée parquée dans ces camps. Et c'était absolument génialissime. Je suis toujours très impressionnée et subjuguée quand en 100 pages, on peut parler d'autant de choses, on peut évoquer autant de thématiques, on peut autant interroger, confronter, choquer, interloquer le lecteur. Pour moi c'est une prouesse. Et ici c'est de la science-fiction qui pour moi a le meilleur de la science-fiction, c'est-à-dire que dans l'imaginaire, dans l'imagination d'un futur, dans l'imagination d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle science, eh bien on ne fait que parler du présent, on ne fait que confronter le lecteur par rapport à des problématiques qu'il voit et qu'il a maintenant. Et du coup ça te confronte forcément parce que cette espèce de passé dont on s'offusque, dont on s'horrifie, eh bien souvent c'est quand même notre présent actuel. C'est de la littérature hyper engagée, c'est de la littérature en même temps pas du tout moralisatrice, c'est de la littérature qui change le monde, je trouve. Ce livre fait partie des livres qui peuvent éveiller les consciences, qui peuvent amener à des prises de conscience et qui peuvent révolutionner littéralement les sociétés. Ensuite, last but not least, et là c'est un beau bébé, c'est un roman graphique, une BD qui vient tout juste de sortir et que je me suis évidemment empressée d'aller acheter et de lire. C'est OKA de Neyef qui est sorti au label 619, label que j'adore puisque il est géré par Mathieu Bablé, que j'adore, j'en ai dédié une vidéo si ça vous intéresse que je mets dans le petit i. Mais Neyef, il me semble que j'avais encore jamais croisé ce dessinateur. Parce que je crois que dans les Midnight Tales, il apparaît qu'au tome 4 et j'ai dû m'arrêter au tome 3 ou 2, je sais plus trop. Mais le label 619, vous pouvez leur faire confiance les yeux fermés. C'est toujours d'une qualité artistique, d'une qualité graphique et d'une qualité littéraire hors norme. Vraiment, c'est toujours magnifique. Et le dessin était ici absolument sublime. On est donc sur une BD western avec beaucoup de paysages du Grand Ouest américain, donc des plaines immenses, des forêts immenses, des déserts et des végétations qui sont très arides ou au contraire très luxuriantes. C'est vraiment à perte de vue et je trouve que le dessinateur a vraiment réussi à nous retransmettre cette sensation d'immensité,
d'infini. Et pour avoir vécu aux États-Unis et notamment en Arizona, où il y a encore beaucoup de réserves indiennes et encore beaucoup de paysages comme cela, je me suis vraiment retrouvée dans la description de ces paysages, dans voilà, la représentation de ce Grand Ouest américain qui m'a accueilli pendant un an et que j'ai vraiment adoré. Et donc l'histoire, quelle est-elle? On y découvre au tout début le petit George qui est un métis, qui est donc à moitié natif américain et à moitié blanc. Il est au service d'un révérend blanc qui, bon, en fait, le prend un peu comme son esclave. Il lui apprend la Bible, il dit « Oh, le petit George, il est pas comme les autres, ces autres peaux rouges, là, lui, il est un peu éduqué, je vais en faire un homme bien. Alors les autres sauvages, bon, ils sont pas top, mais lui, il est bien. » Déjà, ça te plante le décor. Donc le révérend, il est là en train de faire un pique-nique avec une femme tranquillement, et un homme arrive. Il a des peintures rouges qui rappellent du coup les tribus indiennes, il a des nattes, il a une plume dans les cheveux, et il est pas commode surtout. Il est pas commode. Il menace très rapidement le révérend et il lui demande en fait où se trouve un homme. Il recherche un homme et il pense que le révérend peut savoir où il se trouve. Au début le mec il refuse. Bon bah très rapidement celui qui le menace il lui fout un scalp sous le nez, il lui dit je vais faire pareil à ta compagne si tu me réponds pas. Le révérend fait le moins le malin, il répond et on apprend en fait que cet homme qui s'appelle Little Knife en fait recherche cet homme pour se venger puisque il est responsable de la mort de sa propre mère. Le petit George, il va assister à tout ça, et à un moment, quand les choses commencent à partir en cacahuète, il va se sauver en courant. Little Knife, bon, il est à cheval, donc face à un enfant qui court, bon, vous vous doutez bien qu'il le rattrape très rapidement, et au début, il sait pas quoi faire de cet enfant puisqu'il a tout vu et qu'il pourrait le dénoncer. Il sait qu'il y a des chasseurs de primes qui sont à sa recherche, etc. Et heureusement, il n'est pas tout seul, Little Knife, il a deux compatriotes, son petit clan, son petit gang est composé de 3 personnes. Il y a un Irlandais qui s'appelle Sully, et une femme, pareil, d'origine native américaine, qui s'appelle No Moon. No Moon va rapidement quand même s'attacher à ce petit garçon, va convaincre Little Knife de le garder en vie, et ils vont le prendre avec eux. C'est le début donc d'une joyeuse et moins joyeuse aventure pour nos compatriotes, et George va en fait découvrir ce que c'est que d'être un Lakota, puisque en fait lui et Little Knife viennent de la même tribu, de la même génération de natifs américains, les Lakota. Et petit à petit, il va en découvrir plus sur ses origines, sur la tradition des natifs américains, sur leur manière de voir les choses, la spiritualité, leur relation avec la nature, les êtres et les divinités qu'ils prient, et ce respect, cette sensation qu'ils font partie d'un tout, qu'ils font partie d'une nature globale et qu'ils ne sont qu'un point. Et ils n'ont aucune intention, aucune volonté d'éradiquer ce qui est différent d'eux, puisque c'est un tout. Et ça, forcément, critique énormément les guerres et la colonisation qu'il y a eu à cette époque. C'est pour ça que Little Knife et No Moon, par exemple, ont des nattes, ont des plumes dans les cheveux, parce que c'est une des seules traces qui leur reste de leur culture, de leur famille, parce que le reste a souvent été éradiqué par les guerres. Et George va petit à petit forcément s'attacher à ses compagnons, se connecter avec la part Lakota qu'il a en lui, et il va se passer énormément de choses. C'est un récit qui vous laisse pas tranquille, c'est à la fois très beau. Il y a par exemple une partie où No Moon chante pour George pour qu'il s'endorme, et c'est un vrai chant du coup, une lullaby en fait Lakota que vous pouvez retrouver sur YouTube, et moi je l'ai mise en lisant du coup la partie avec les paroles etc de la BD, et c'est absolument sublime. Donc on a des petites parties de pause, de contemplation, où les personnages en fait peuvent créer des liens et où on voit leurs relations évoluer, et en même temps tellement de péripéties, tellement d'aventures, tellement de choses qui se passent. Oh là là, il y a des moments où j'étais tellement émue par toutes ces actions, et c'est une BD absolument magnifique, que ce soit au niveau des dessins, que ce soit au niveau de l'intention. C'est aussi magnifique en termes d'histoire, la narration, la construction des personnages est absolument sublime. J'ai adoré tout, j'ai adoré la fin, il n'y a aucun temps mort, il n'y a aucun personnage qui est creux, on est sur
un juste équilibre d'émotions, d'aventures, de rebondissements. J'ai trouvé que c'était un roman graphique absolument sublime. Donc si ça vous intéresse un peu les westerns, si vous aimez ces ambiances de grands paysages, de grandes plaines, de chasseurs de primes, de découvertes de ces tribus locales natives américaines, vraiment foncez parce qu'il est absolument super. C'en est tout pour ce point lecture, j'espère qu'il vous a plu. On est sur des ouvrages qui sont absolument magnifiques et surtout qui, en dehors du divertissement qu'ils peuvent apporter à travers la lecture, nous interroge énormément, nous en apprend énormément sur notre monde passé, notre monde actuel. N'hésitez pas à me dire en commentaire le livre qui vous tente le plus des 4. On est sur 4 genres totalement différents, des longueurs totalement différentes, des formats totalement différents. Donc pour le coup, je pense qu'il y en a quand même au moins un qui devrait vous plaire. En attendant, je vous souhaite plein de belles lectures jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!